Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler d'un cas troublant qui s'est déroulé en Espagne dans les années 1970. Cette histoire m'a toujours intrigué, effrayé. Imaginez que des visages apparaissent sur vos murs. Comment réagiriez-vous ? Imaginez un peu l'effroi de cette famille espagnole qui a vu apparaître chez elle des visages. Nous allons parler aujourd'hui des visages de Belmez. Une histoire vraiment prenante. Et restez jusqu'à la fin, vous verrez un rebondissement qui pourrait avoir fait basculer toute l'histoire. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Belmez est une petite commune en Andalousie, en Espagne, principalement composée de travailleurs de la terre. Il y fait une chaleur excessive et c'est une commune très religieuse. Beaucoup de monde se rendent à la messe le dimanche, avec comme à l'époque, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ils prient pour leur récolte. C'est une vie simple et plutôt paisible, à part le travail dur dans les champs. C'est un village qui semble figé dans le temps, loin de Madrid. Nous sommes en pleine dictature franquiste, une époque assez compliquée donc. La foi y est omniprésente. On est en août 1971, il fait chaud et sec, dans le quartier où vit Maria Gomez. C'est un quartier tout en pente, avec ses balcons en fer forgé. Les ruelles sont très calmes, vu la chaleur étouffante. Les femmes et les enfants font la sieste et les hommes sont au champ. Dans la maison numéro 5 de la rue Rodriguez Acosta, Maria prépare le repas. C'est une femme au foyer, âgée de 49 ans. Elle est mariée et elle a 3 enfants. La maison est très minimaliste, sans goût de luxe, avec des icônes religieuses, un calendrier des saints et des répliques de l'Immaculée Conception tenant un bébé. Il fait assez frais dans la maison grâce à la pierre naturelle avec laquelle elle est construite. Son mari et ses fils Miguel, Diego et Alfonso vont entrer des champs pour dîner. Maria remarque quelque chose par terre, une grosse tache. Elle ne comprend pas. Elle avait nettoyé à fond la cuisine ce matin. Maria est une femme maniaque. Elle prend un chiffon et frotte la tache avec de l'alcool. Mais la tache refuse de partir. Elle essaie avec de la javel, mais rien n'y fait. Son mari rentre avec ses 3 fils. Maria leur montre la tache, mais ils sont plus intéressés par le repas que par la tache et semblent s'en moquer. Le lendemain matin, Maria s'empresse d'aller à la cuisine, mais la tache s'est agrandie, prenant une forme ovale. Elle appelle 2 de ses voisines à la rescousse pour essayer de comprendre. Elles s'y mettent à 3 pour nettoyer la tache, mais rien n'y fait. 2 jours plus tard, quelque chose d'encore plus étrange se produit. La forme ressemble à un visage. Comme dessiné au fusain, avec un regard qui semble suivre Maria. Maria pousse un cri et sortit de la maison. Elle déclare : « Je croyais devenir folle. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle. Le regard était braqué sur moi, à la manière d'une personne, en chair et en os. » Son mari et ses filles essaient aussi de comprendre. Le visage aux yeux tristes est toujours là. Le mari et son fils aîné, Miguel, décident de casser la dalle et d'en mettre une nouvelle. Ils recoulent du béton et recouvrent le tout. Le visage a disparu. Maria est soulagée, mais ce calme apparent sera de courte durée. Le 10 septembre 1971, il y a un autre visage qui ressemble fortement au premier dans un autre endroit de la maison. Maria frotte de nouveau avec du détergent, mais comme la première fois, sans résultat. Dans le village, on commence à parler des visages, et cela devient un sujet de commérage. Nous sommes dans une région très religieuse, et on pense tout de suite que le diable a décidé d'habiter chez les Pereira. On pense à des esprits frappeurs également. Le maire de Belmez est mis au courant
et se rend chez la famille Pereira. Il leur demande de ne rien faire et attendre que ça se passe. Pour le maire, il s'agit de corrosion ou de certains métaux dans la pierre qui peuvent créer cet effet oculaire connu sous le nom de pareidolie. Vous savez, c'est quand notre cerveau interprète des formes comme des visages. La famille suit le conseil du maire et ne se focalise plus sur le visage. Mais fin septembre 1971, 5 nouveaux visages apparaissent, les uns après les autres, dans la cuisine et dans la chambre à coucher d'Alfonso, le cadet de la famille. La famille est désemparée. Ce sont pourtant des gens rationnels, mais ça les inquiète de plus en plus. Le maire vient à leur aide et envoie un maçon pour faire l'état des lieux. Le maçon n'a jamais rien vu de semblable pendant sa carrière. Il ne comprend pas. L'église vient également à la rescousse et Don Antonio Molina, le prêtre du village, se rend chez les Pereira pour bénir la maison dans l'espoir d'éloigner les esprits. Mais cela ne sert à rien car de nouveaux visages apparaissent. La famille n'arrive plus à fermer les yeux de la nuit. La nouvelle est arrivée jusqu'à Madrid. Évidemment, les journaux en parlent. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un canular perpétré par la famille pour gagner de l'argent. Les visages deviennent de plus en plus médiatiques et radio et télévision nationale se déplacent à Belmez pour observer les phénomènes. Des témoins se lâchent. Nous aussi, nous avons peur qu'il nous arrive la même chose, vous savez. J'ai vu un visage se former devant mes yeux. Ma fille était avec moi, et elle l'a vu aussi. Dès qu'on entre chez les Pereira, on se sent observé par quelque chose, tapis dans l'ombre. Les journalistes bombardent de questions les Pereira, qui leur ouvrent gentiment la porte et leur offrent même le café. Par la suite, des curieux viennent voir les visages, venant de tout le pays. Maria est une femme au caractère réservé et s'exprime de façon concise. Et les journalistes ont du mal à mettre sa parole en doute. Et la famille semble vraiment effrayée par ce qui se passe dans la maison. Une parente éloignée raconte que Maria, étant petite, parlait à des amis imaginaires. Mais Maria dément cette affirmation. Le régime franquiste n'aime pas trop ce déferlement médiatique et une enquête est ouverte. Maria, Camara Gomez et sa famille sont interrogés plusieurs fois par les autorités. Les visiteurs continuent à affluer, s'accrochant même aux fenêtres pour voir à l'intérieur, allant même jusqu'à prendre des photos. Maria déclara : Nous n'avions plus de vie familiale. Nous ne mangions plus un seul repas chaud de la semaine, car la cuisine était toujours pleine de monde. Ceux qui ne parvenaient pas à entrer nous observaient par la fenêtre, en me suppliant pour que je leur ouvre la porte. La police a dû intervenir maintes fois pour limiter l'intrusion des gens chez nous. Le gouverneur civil demande d'arrêter cette effervescence journalistique. Certains journalistes sont jetés en prison et certaines photos sont détruites. On prélève des échantillons de béton dans la cuisine où les visages sont apparus. Et ils sont ensuite envoyés dans des laboratoires spécialisés. Ils ne relèvent aucun pigment ou de peinture ou toute autre substance dans la pierre. D'autres tests suivent, comme ceux au carbone 14 ou au rayon X, qui donnent le même résultat. Aucun des échantillons ne présente de traces de peinture, de nitrate, de sel d'argent ou de tout autre métal susceptible de se décomposer et de former des visages sur le béton. Des photographies à l'ultraviolet et à l'infrarouge sont également réalisées sur place, fournissant le même constat. Des experts en parapsychologie sont dépêchés sur place. Argo Moza, accompagné d'un collègue, le professeur Bender, de l'université de Fribourg, dont on avait déjà parlé dans le cas du poltergeist de Rosenheim. Les deux parapsychologues tentent donc quelque chose d'autre. Ils souhaitent étudier le phénomène sur la piste paranormale. Ils installent donc des micros dans toutes les pièces de la maison pour enregistrer les fameux PVE, qui sont des phénomènes de voix électroniques. Ce sont les voix qu'on peut enregistrer sur des dictaphones. Un membre de l'équipe est là pour taper à la machine les phrases qu'il entend
de ces étranges visiteurs. Pour les 2 hommes, des personnes sont décédées dans des circonstances atroces dans la maison. D'ailleurs, la pierre, la matière avec laquelle est construite la maison, est réputée selon eux pour conserver des échos du passé. Pendant les premiers jours d'enquête, c'est le calme plat. Mais au bout du 5e jour, on commence à enregistrer des dialogues. Entre autres, des phrases comme « Maria, délivre-moi, je veux partir » ou encore « On souffre, haché, terrassé, soulevez le ciment, je suis toujours enterré. L'enfer commence ici. Ils sont là. » L'enquêteur Pedro Amoros enregistre à 3h du matin le message suivant. « Tuez-le, c'est un abus. » Ou encore Sofia Socorro. Des mots comme maman, Miguel, Angel reviennent à de nombreuses reprises dans les enregistrements. Le professeur Argomosa fait subir à Maria une séance d'hypnose. Elle s'exprime avec une voix d'homme qui demande que l'on creuse la terre plus profondément, à 3 mètres, pour trouver la réponse. On demande à Maria de poser la question « Pourquoi avez-vous choisi ma maison ?» Il n'y eut pas de réponse. Mais le soir venu, en renouvelant la question, l'un des micros enregistre cette phrase « Il y a un abus ». À la suite de cela, une 2e enquête est ouverte. On décide de fermer la maison et de la mettre sous scellé pour éloigner toute supercherie. Personne ne peut s'y rendre, même la famille, qui va habiter chez de la famille dans le village voisin. L'équipe de parapsychologues prend les photos de ces visages avant la fermeture de la maison, qu'on met donc sous scellé, sous la supervision du notaire Anotio Fernandez Locke. Le temps se fait long, et 3 mois plus tard, les experts, le maire et la famille ouvrent de nouveau la maison, et là, 16 nouveaux visages sont apparus pendant leur absence, ou d'autres, encore, ont changé de place. Cela donne de la crédibilité à l'enquête, et la fraude est écartée. Personne n'aurait pu rentrer dans la maison. Les scellés n'ont pas sauté. En effet, on pensait que c'était une fraude mise en place avec le maire et la famille pour attirer les touristes. La famille reprend ses petites habitudes, mais l'agitation publique est encore plus forte et les curieux se ruent en masse sur la maison. Mais le maire du village reçoit un courrier du gouvernement lui demandant de mettre fin à cette affaire, le menaçant d'aller en prison si la frénésie médiatique ne s'arrête pas. Mais le père croit en la famille et n'écoute pas le gouvernement. Pour lui, les visages sont vrais. Voilà bientôt 4 ans qu'une bonne partie des médias espagnols est mobilisée par l'affaire des visages. Les journalistes apprennent que plusieurs membres de la famille Pereira sont décédés dans la maison. Plusieurs générations. Ils découvrent dans des documents officiels qu'il pourrait y avoir sous le sol de la cuisine des squelettes, des ossements vieux de 700 ans. Ils appartiennent probablement à des hérétiques décapités qui ont été enterrés dans une fosse commune. Des pluies torrentielles ont été malencontreusement déplacées sous les fondations du domicile de Pereira, les ossements. Selon les archives de la province, le site avait été occupé jadis par une colonie romaine. Pendant la longue période de la domination musulmane de l'Andalousie, une mosquée a été construite par-dessus, remplacée plus tard par une église. Lors de la Reconquista, des cimetières musulmans et chrétiens existaient aussi sur le site dans les années 1700. Pour vérifier les sources, les autorités décident de démolir le sol de l'ancienne cuisine. Ils y trouvent des ossements sans crâne. L'hypothèse des hérétiques décapités se confirme. Les os sont rassemblés dans un caveau et envoyés pour expertise. Ils dateraient pour la plupart du XIIIe siècle. Une messe est célébrée pour le repos des âmes, probablement tourmentées, en espérant faire calmer les phénomènes chez la famille Pereira. La famille a espoir que tout se termine, mais plusieurs visages apparaissent encore et disparaissent quelquefois pour réapparaître dans une autre pièce.
On peut y voir maintenant des visages d'enfants, nourrissons, avec des airs tristes. On peut y voir par moments des troncs ou des bras et des mains. On fait ensuite le lien avec Maria. On pense qu'elle serait liée au phénomène. Des témoins affirment que quand elle est malade, triste ou fatiguée, les visages prennent la même expression. En 1977, Maria doit se faire opérer et elle pleure beaucoup. Les visages semblent prendre la même expression de tristesse que Maria. Des médiums pensent qu'il s'agit d'un phénomène de téléplasie, donc que Maria puisse agir sur la matière, selon son humeur. Mais Maria refusa leur visite pour des tests. En 1978 apparaît le plus étrange visage, connu sous le nom de la Para. Elle a les yeux proéminents, un nez fin et une bouche fine vomissant ce qui pourrait faire penser à du sang. Certains pensent qu'il peut s'agir de Jésus lui-même. On fait même le lien avec le Saint-Suaire de Turin, le visage semblant lui ressembler. On pense que Maria a fait ressusciter le Christ et les gens désertent l'église pour aller prier dans la maison des Pereira. Ils pensent qu'il s'agit d'un miracle. Ces faits remontent alors jusqu'à l'évêché de la région andalouse qui veut faire cesser ce phénomène. Pour eux, c'est inconcevable de déserter l'église. L'État se repose alors sur les institutions ecclésiastiques, politiques et médiatiques pour faire pression et faire taire la rumeur. On envoie aux oubliettes les tests sonores réalisés par le professeur Augustin, Hans Bender et tous leurs collègues parapsychologues. Une véritable inquisition est ouverte dans toute la région. Le prêtre de la commune subit de plein fouet le courroux de ses supérieurs. Il est contraint d'avouer par écrit que tout cela n'est qu'une supercherie. Il pense qu'il s'agit d'une psychose collective de village qu'il faut stopper. Mais convaincu que Maria Gomez Camara n'y est pour rien, le prêtre, tout comme le maire avant lui, refuse de se plier à l'État. Cela lui coûte sa réputation et son poste, duquel il finit par démissionner, par pression. Et il quitta la paroisse de Belmez. Les brigades de police sont envoyées pour faire pression sur le Pereira et les forcer à avouer que les visages ont été peints avec de la suie, de l'huile et du vinaigre par le fils aîné qui a des talents de peintre. Le maire est menacé de prison pour avoir comploté avec les Pereira et favorisé le tourisme de la ville. Il démissionne également fin 79. Du côté des médias, la publication de théories contradictoires réussit à doubler, voire tripler l'attention générale. Au début des années 80, le sujet n'intéresse plus grand monde, rejoignant la liste des légendes urbaines. L'affaire des visages de Belmez tombe dans les oubliettes. Le régime franquiste aussi est fini. Mais comment expliquer ces phénomènes ? Parmi la série d'hypothèses recueillies au cours des années, on peut citer celle-ci. La maison des Pereira serait située sur un lieu maudit. Les grands-parents de Joan Pereira, encore en vie à l'époque des faits, affirment que bien avant l'apparition des visages, leur petite fille pleurait souvent la nuit, car elle avait peur des lamentations et des pleurs des gens invisibles. Les voisins affirment que des meubles ont fréquemment changé de place chez eux, allant jusqu'à bloquer la porte d'accès à la rue, et que l'aide d'un guérisseur a été nécessaire pour calmer l'activité paranormale. Quant à la bonne du curé Molina, elle affirme avoir assisté à une combustion volontaire de torchons de cuisine et de verres brisés par terre, sans que personne n'y touche. Mais pourquoi les autres maisons n'ont pas été impliquées ? Maria est-elle le catalyseur de ces phénomènes ? On pense que tout a été précipité à la fin d'une projection télépathique pendant l'une de ces innombrables crises d'asthme. La force de son esprit aurait donc fini par déclencher l'apparition des visages. On pense aussi à la fraude, mais la famille n'a rien touché à part la construction d'une nouvelle cuisine pour pouvoir laisser faire des enquêtes dans celle au visage. Maria décédera en 2004 à l'âge de 85 ans, après de longues années de maladie. Beaucoup ont cru que la mort de Maria Gomez finirait par arrêter les phénomènes, mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de visages sont restés, d'autres ont disparu et de nouveaux continuent à apparaître dans les différentes pièces. À ce jour, on énumère plus de 3000 visages répartis dans toute la maison. La version officielle veut que les figures aient tout un lien direct avec les victimes de la guerre civile espagnole, assassinées dans le sanctuaire de la rue, et que Maria aurait retranscrit involontairement
leur souffrance par le biais de son subconscient. L'intriguant visage de la Pava continue à faire l'objet de nombreuses enquêtes. Après l'achèvement d'Internet et des nouveaux logiciels graphiques, un rapprochement entre son visage et une photographie d'un ancien bourreau et garde civil a été réalisé. La ressemblance est frappante. Il s'appelait Miguel Chamorro et aurait assassiné des centaines de personnes lors du conflit interne qui a secoué le pays. L'hypothèse d'un canular est évoquée pendant une seconde vague d'apparitions après 2004, sans que celle-ci ne soit sérieusement étayée, attribuant l'auteur des peintures à son fils Miguel Pereira. Les visages seraient apparus dans la maison natale de Maria. Les visages auraient été peints grâce à du nitrate d'argent, rendant impossible la détection des pigments lors des premières analyses qui furent menées sur place. Ce serait une supercherie dans le but d'y faire un musée et y faire venir des touristes. Ce serait un coup monté entre la mairie et une société de parapsychologie. La maison de Pereira étant trop chère à acheter pour y installer un musée. Ces allégations ont été relayées par l'écrivain américain Brian Andrew Downing sur son podcast Septoid. Ces allégations mettent le doute sur toute l'ancienne affaire. Depuis 2006, plus aucune manifestation du genre ne s'est déclenchée. La maison de Pereira, depuis, était mise en vente sans réussir à trouver d'acquéreur. Les héritiers ont fini par l'abandonner, laissant libre cours au jour de la visiter à l'instar d'un musée ouvert et gratuit. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à visiter ce musée. Et si vous souhaitez l'acheter, je pense qu'il y a moyen de faire une bonne affaire. Pendant près de 40 ans, l'histoire des visages de Belmez a mobilisé l'intérêt national espagnol et international. Aucune explication à ce jour n'a été trouvée. Le mystère demeure entier. Et à votre avis, coup monté ou véritable phénomène paranormal? J'attends votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et à bientôt. Allez, ciao ciao.